Nous aurons maintenant l'ouverture de la période des questions pour les publics en ce moment et pour aussi les personnes qui nous accompagnent sur Zoom. J'aimerais juste profiter pendant qu'on va récolter les questions d'inviter mon cher collègue Aider Achouri pour nous parler un tout petit peu sur la mission EDI. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Ok, super. Merci. Merci beaucoup Alessandra, merci Boshra, merci Madame Amus-Sultan. Écoutez, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, d'entendre toutes ces discussions-là parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire à l'Université de Montréal. Je me présente très rapidement, je m'appelle Aider Achouri, je suis le conseiller EDI au vice-rectorat planification et communication stratégique. Mon travail et celui de mes collègues consiste à accompagner les facultés, les départements, les différentes unités dans la mise en œuvre du plan institutionnel avec ses 174 mesures. Je prends note qu'il est important d'avoir un plan institutionnel, mais d'aller aussi sur le terrain pour changer véritablement les choses. C'est ce qu'on essaie également de faire. Il y a beaucoup de sensibilisation, cet espace de réflexion, d'échange, c'est une première étape concrète pour justement discuter sans gêne et de manière constructive de ces enjeux qui sont la discrimination et le racisme. Merci beaucoup à Alessandra, à toute l'équipe du BRP, à toute l'équipe du CRP également pour ce travail-là accompli. Je dirais une chose que j'ai compris, ça fait 5 mois que je suis à l'université, mais avant moi, il y avait des personnes qui ont fait un travail extraordinaire pour paver le terrain, pour préparer le terrain, pour agir et changer les choses. C'est qu'il faut voir ce travail d'avancement, d'équité, de diversité, d'inclusion comme un processus sans point final. Il n'y a jamais là un point A, puis après 3 ans, c'est bon, on a réglé la situation, les enjeux évoluent, et à l'heure on se parle, la société, elle a bougé considérablement sur ces questions de racisme, de sexisme, de transphobie, d'homophobie, de genre. Il faut suivre ce mouvement. Et l'université, entre autres, a un rôle important de créer ces espaces-là, de développer les savoirs qui vont aller dans ce sens. Je profite de l'occasion pour dire que, même si les formations seulement ne sont pas suffisantes, mais on a une formation super importante à venir dans les 2 prochaines semaines sur l'équité, la diversité, l'inclusion et sur les motifs de discrimination dans un contexte universitaire. Ça va permettre à tout le monde de réfléchir sur nos rôles individuels et collectifs. Comment on peut contrer donc, ces questions de discrimination sous toutes ses formes. Il y a également la série de séminaires Jedi, donc il y a la justice, parce que c'est une question de justice au final. Le prochain séminaire, ça va avoir lieu le 16 mars, et puis ça va être présenté par Madame Tamara Termitius et Emmanuel Mathieu. J'en dirai pas plus parce qu'on voudrait vous inviter. Mais au final, pour conclure ma modeste intervention, je dirais que certes, les engagements institutionnels, et à travers même l'énoncé de vision de l'Université de Montréal, il y a eu cette décision d'aller vers une véritable transformation de la culture institutionnelle de l'université pour s'attaquer aux racines, aux sources de ces problèmes-là. Il y a des changements, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a aussi des choses qui restent à faire. Je le rappelle encore une fois, pour avancer l'équité, la diversité et l'inclusion, il faut le voir comme un processus avec des hauts et des bas, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'ajustements. Je pense qu'on est sur la bonne direction et c'est une responsabilité collective. Tout le monde a un rôle à jouer là-dedans. Merci beaucoup. Puis restez à l'affût des séminaires. Des questions dans les publics? Lève la main pour une question ou une observation. Commentaire. Je vais voir si je peux vous amener les micros. Oui, mais je vais quand même vous amener. Ça fonctionne? Juste pour être sûr que les gens se voient. Merci. Tout d'abord, merci pour les conférences. C'est vraiment un plaisir d'être ici. J'aimerais en fait poser une question à vous. Je ne me souviens pas les noms. Non, Oui, exactement. Oui. Quelles sont, en termes de politique de l'Université de Montréal, quelles sont les mesures administratives qu'on a au-delà des formations et des sensibilisations? J'aimerais bien savoir. Une question plutôt adressée à Aïda. Aïda. Parfait. Aïda, je reviens.
Ça fonctionne? Je pense que oui. Oui. La question, c'est de savoir quelles sont les mesures autres que administratives qui sont en place actuellement. Il faut savoir que le plan institutionnel est composé de 8 grands objectifs, distincts mais complémentaires. 2 portent principalement sur cette question de discrimination, avec 63 mesures. Ça va de l'identification d'abord des raisons. On fait ce travail-là de collecte de données, d'en parler également Bouchra. De quelle population démographique est constituée notre université? C'est quoi les enjeux auxquels ils font face? D'ailleurs, ce travail d'analyse, il y a des groupes de travail, des communautés qui se sont formées justement pour le faire. Nos collègues au BAPI font ce travail-là. Il y a également cette question de sensibilisation accompagnée de formation, c'est sûr, mais il y a des personnes qui vont jouer un rôle concret. Le BRP, entre autres, sa mission principale, c'est justement de traiter ces questions de racisme et de discrimination. Donc, quand on reçoit, par exemple, une demande, quand quelqu'un signale une situation de discrimination ou de racisme à l'université, c'est traité de façon confidentielle, très professionnelle, par le BRP, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est une nouvelle mesure à l'université qui a donné naissance au BRP. Il y a également des réflexions en continu en ce moment pour d'abord permettre de discuter. Je sais que je vais me permettre de le dire très honnêtement. En ce moment, parler d'EDI à l'université ou à l'extérieur de l'université, tout de suite après s'enclenchent des controverses. Et on a l'impression parfois d'avoir 2 camps. Donc, les personnes qu'on traite de haut, qui sont pour l'inclusion, et d'autres qui résistent, etc. Et ça devient un petit peu clivant. Donc, à l'université, c'est aussi de naviguer tous ces points de vue-là, toutes ces diversités-là, et d'essayer de créer le dialogue. Je pense que la campagne aujourd'hui est une véritable action concrète sur le terrain. Je suis sûr que ça va se suivre par la suite de beaucoup de choses qui vont aller dans ce sens. Mais la formation qui va s'adresser à l'ensemble de la communauté, y compris les étudiants, les membres des corps d'emploi, différents corps d'emploi, c'est dans cette direction-là. C'est pour parler de ces enjeux sans gêne. Et vous allez voir, je vous invite vraiment à participer à cette formation. Ça va être extraordinaire parce que ça a été conçu en collaboration aussi avec les étudiants. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ouais. C'est pour ne pas accaparer la parole, mais j'ai plein de détails après. Pour rebondir justement sur ce que mon collègue Haïder Achouri était en train de, juste pour enrichir, les bureaux de respect de la personne, il y a un travail aussi comme les DI de prévention. Donc, il y a des formations qui sont données, mais il y a aussi le traitement des signalements. Donc, quand il y a effectivement une situation qui est matérielle et concrétisée, il y a quelque chose qui s'est passé que la personne identifie comme effectivement une discrimination, un acte de racisme, une microagression, elle peut effectivement faire un signalement au bureau de respect de la personne. Et là, il y a plusieurs axes d'intervention qui vont s'ouvrir dépendamment, bien évidemment, du cas. Donc, il y a une intervention plus individuelle pour épauler, soutenir la personne qui fait le signalement, mais aussi, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle plutôt une intervention plus collective. Donc, en ce qui concerne les départements ou les milieux, dépendamment de la nature des problématiques qui sont soulevées. J'aimerais demander s'il y a des questions encore pour les personnes présentes à la salle et inviter bien évidemment les personnes qui nous accompagnent sur les Zooms pour poser la question. S'il n'y a pas, je sais que ma collègue Lindsay avait une question. Donc, avant Lindsay, je vais quand même... Oui, la question pour Bouchra, je pense que les micros marchent. Oui, on arrive en tout. Oui. Oui, c'est bien? Oui. T'as raison. C'est bon. Je vais pas faire mon cardio. Puis, ça va un peu avec la question à savoir, une fois qu'on a fait la sensibilisation d'un point de vue organisationnel, quelles sont les autres étapes que la Ville vous avez mis en place? Et je poserai une question, est-ce que vous avez mis en place une communauté de pratique pour les gens qui ont des dossiers EDI à porter, soit pas nécessairement juste en traitement de plainte, mais en pratique inclusive? Magnifique question. Ça me permet de faire la deuxième conférence. Dans le fond, je vais donner un exemple, puis à travers lequel je vais exposer un peu l'ensemble des éléments.
3 mois après mon arrivée, un arrondissement qui s'appelle Ville-Marie, c'est plusieurs milliers d'employés, m'a approché pour me dire on voudrait sensibiliser nos gestionnaires. Parce que la question de la sensibilisation ou de la formation, je ne récuse évidemment pas ça, loin de moi l'idée, mais la question c'est quel est le contenu et à qui on le donne. Et donc, est-ce que tu peux sensibiliser nos gestionnaires? Donc, on a fait une sensibilisation de 3 heures à tous les gestionnaires d'un arrondissement, c'est à peu près 70 personnes pour ce cas-là. Et l'objectif, quand je fais une sensibilisation, comme je le dis souvent, c'est d'entrer dans les chakras de l'unité, pas des gens, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là, mais c'est d'entrer ensuite d'autres façons de travailler l'inclusion. Et la deuxième étape, ça a été de dire, mais vous ne pouvez pas travailler un plan EDI, même si certains services RH de la ville faisaient des canevas, genre Excel, pour travailler les pratiques inclusives. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas ne pas parler de ces choses-là aux gens. Ils ne peuvent pas recevoir quelque chose d'impersonnel et de hors-sol complètement pensé dans un bureau RH. Il faut absolument qu'ils y participent. S'ils y participent, s'ils comprennent mieux, ils seront des agents mobilisateurs. Fait que ce qu'on a fait, toute la première année a été vraiment une phase test en fait. Donc avec eux, ce qu'on a fait, c'est une démarche de co-construction du plan EDI Ville-Marie. Et donc, on a fait un appel à intérêt à tous les employés, donc tous les employés qui partaient de la tête de l'arrondissement, donc le directeur d'arrondissement, ce qu'on appelle un DA, a lancé un appel à intérêt. On a composé avec eux, donc moi en mode accompagnement, on a composé avec eux ce comité EDI. Puis l'idée, c'est que le comité EDI pense à partir de ses propres réflexions et de ses propres dysfonctions, de ce qu'il voit comme dysfonctionnement dans l'organisation. Donc, il participe à des ateliers d'idéation, mais l'objectif, c'est qu'ensuite, ils deviennent aussi l'espèce d'agent au pluriel de suivi de ces transformations-là. Donc, on a inclus des employés racisés, des employés autochtones, LGBTQ2+. Vraiment, il y avait une très, très grande diversité, des cadres gestionnaires, des cols bleus, des cols blancs, etc. Et donc, à partir du moment où vous vous assurez que la réalité d'une seule et même unité est pensée par plusieurs acteurs, vous essayez d'avoir le moins d'angles morts possible. Ça a mené lieu donc à la rédaction d'un plan avec, je ne sais plus, comme une centaine de mesures. Et ce que je pense aussi qui est important à dire aussi à tout le monde, c'est que parfois sur ce sujet-là, on pose 150 000 mesures, c'est normal. Mais l'objectif qui doit être pensé aussi, c'est de ne pas démobiliser les acteurs qui doivent faire la transformation. Et donc d'avoir parfois une liste d'épicerie beaucoup trop importante, c'est très bien, mais il faut absolument s'assurer où est-ce que ça va se placer dans le temps et quelles sont les étapes qui doivent être pensées avant les autres. Donc on a fait une démarche EDI de façon régulière. Soit moi, soit je les accompagne en invitant d'autres conférenciers ou d'autres services de la ville pour monter en compétence ce comité-là. Et le comité est devenu comme un groupe d'employés ambassadeurs dans leurs propres unités. Et pour ne pas laisser aussi cette charge mentale, raciale ou d'autres types de charges reposer seulement sur le comité EDI, le DA lui-même a fait la tournée de toutes les directions, a rencontré tous les employés pour leur dire c'est une priorité de notre arrondissement, tolérance zéro sur les questions de racisme et de discrimination. Ça a amené par la suite, évidemment, beaucoup plus de cas, de plaintes, de signalements, etc. Et la façon de s'assurer que notre transformation, on n'est pas en train de se piler sur les pieds, c'est qu'il faut que ce soit suivi. Fait que, par exemple, cet arrondissement-là, je les ai accompagnés ensuite à... Il y a un employé qui s'est saisi de DRH local. Puis moi, dans le fond, j'ai reversé au respect de la personne, mais tout en restant proche pour que tout le volet racial ne soit pas évacué au cas où. Et par exemple, dans le cas de cet employé, il y a eu une mesure disciplinaire qui a été donnée. En plus, c'était son gestionnaire qui était en problématique. Fait que dans le fond, l'idée, c'est que c'est une démarche. Ce sont des démarches qui doivent évidemment en continu inclure des pratiques de formation, mais
bref, c'est vraiment comme un tas d'éléments qui doivent s'ajouter. Et il faut aussi accepter que votre plan, là, vous l'avez pensé à un certain moment, puis qu'il y a des mesures qui s'ajoutent nécessairement, quasiment de façon continue, ou des façons d'actualiser. Fait que oui, sur les pratiques inclusives, on est vraiment aussi en mode de prévention, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'était long comme réponse, désolée. Je pense qu'on a une main de l'autre côté. Oui, je peux. Excusez-moi, mais il y a des mains levées aussi dans le chat. Hein. Ah. Si je peux me permettre, qui étaient levées avant, donc je voulais juste dire ça. Merci. C'est juste que j'ai perdu la connexion, mais je suis en train de me reconnecter. La question? Oui, merci tout d'abord à nos deux conférencières. Ce qui m'a le plus interpellée aujourd'hui, c'est de voir qu'à travers ces deux conférences, on nous a montré que ces enjeux sensibles ne relèvent pas simplement du ressenti. Donc, la science s'est penchée aussi sur ces questions-là, et c'est très important de le dire, que ce soit les sciences sociales, c'est de la science, les sciences sociales, mais que ce soit aussi la science qui étudie la question de la gestion des ressources humaines, etc. Donc, ce n'est pas juste une question de ressenti, parce que tout le monde se permet de donner son point de vue. Alors, c'est étayé, donc les chercheurs se sont penchés sur ces questions-là, et c'est vraiment important. Donc, je remercie beaucoup les deux conférencières. Un autre remerciement, c'est quand même, il faut le dire, le Momentum au Québec. Voilà un espace où on ose parler de racisme systémique. Et il y a une université quand même qui a eu le courage de prendre l'initiative d'organiser, de mobiliser autour de cet enjeu. Je crois qu'il faut le dire. Donc, faire une semaine ne règle pas tout. Avoir des politiques EDI, ça ne règle pas tout. Mais quand même, il faut reconnaître que si tout le monde tenait le bout du fil et qu'on le déroule dans le bon sens, on réglerait des problèmes. Donc, il faut aussi, j'aimerais dire quand même aux représentants de l'université qui sont ici, que pour que ça marche aussi, il faut que tout le monde en fasse son affaire. Mais le premier geste incontournable, c'est que l'institution endosse sa politique. Et que non seulement la politique soit exemplaire dans l'effectivité des mesures, j'ai entendu parler du plan d'action, mais aussi il faut que l'exemplarité de tout ça aussi soit endossée par les représentants de l'université à tous les niveaux et dans tous les espaces. Donc voilà, tout n'est pas fait, tout n'est pas terminé, mais en tout cas, moi, je suis contente de ce que je vois. Alors, il y a un chapeau qui dépasse et que je vais le dire, je suis prof à l'UDM, mais aussi présidente du syndicat des profs. Alors, je peux oser dire que je suis fière quand même que mon université ait pris cette initiative-là. Pour le reste, rien n'est réglé et puis nous demandons à être associés à la réflexion collective sur cet enjeu. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais juste corriger mon erreur au début. J'ai oublié de faire quelque chose d'absolument important. Donc, nous aimerions plutôt reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Donc, nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans les respects des liens avec les passés, les présents et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, c'était mon oubli, je m'en excuse sincèrement pour ça. J'aimerais juste donner la parole. Nous avons une main levée.
sur les Zooms et une question qui a été envoyée par Diana C. Donc, je vais la poser la question avant d'entendre la question de Anne-Michel. C'est une question pour Boshra Manaï. Donc, pour Madame Manaï, un des défis de la coercion est qu'elle n'arrive pas à changer les attitudes des individus. Avez-vous trouvé des stratégies pour rendre la coercion pas coercive? Merci, Diana. En moins d'1 minute, évidemment. En santé publique, il me semble que quand on a un problème, ce qu'on évoque, c'est qu'il y a plusieurs façons de le travailler. On peut travailler une forme de promotion, une forme de prévention. Puis, des fois, là, on n'a pas le choix. Là, il faut travailler en lutte. Quand je suis arrivée à la ville, c'est exactement ce modèle-là que j'ai présenté en termes de transformation. Il y a des cas où on n'a pas le choix que d'être dans une réponse institutionnelle qui soit dans la lutte. Je donne un exemple. Madame, bravo pour ce que vous avez dit. Les syndicats sont des parties prenantes et qui doivent absolument embarquer dans cette transformation-là. Et à la ville, on le vit beaucoup. Quand je suis arrivée, le scandale de Montréal-Nord venait d'éclater, c'est-à-dire des cas de col bleu qui vivaient de la discrimination systémique. Je vous invite à regarder dans les médias pour en savoir plus. Dans un cas comme ça, on n'a pas le choix que l'attirail institutionnel que l'on va déployer doivent être beaucoup plus solides et qui soient en lutte. Dans les espaces où on a de la latitude, c'est-à-dire pas trop de données en matière de relations de travail, pas trop de plaintes. Donc, il y a des endroits où c'est un petit peu moins nécessaire d'être très coercitif. Je pense que la prévention ou le mode prévention est nécessaire. Le mode prévention, c'est de travailler avec les bons acteurs. C'est de s'assurer, par exemple, que les syndicats embarquent. C'est de s'assurer d'être dans la prévention, la sensibilisation, la formation. C'est d'être aussi dans des formats un petit peu innovateurs. Des fois, là, il faut coacher le monde. Là. Ma job à moi, c'est des fois de passer 2 heures au téléphone avec un directeur d'arrondissement pour lui dire « si tu fais ça, tu vas dans le mur. Si tu fais ça, tu t'assures. » Donc, il y a des pratiques comme institution qui ne sont pas dans le 9 à 5, qui ne sont pas dans la liste des tâches, mais qui reviennent aux personnes qui font de l'EDI. Fait que comment ne pas faire ou comment faire du coercitif autrement? Il faut s'assurer de poser le coercitif au bon moment. Parce que si, et ça c'est le dernier élément que je voudrais dire, si on pose les mesures les plus drastiques dans les moments qui n'ont pas besoin de ce type de réponse, on est aussi en train de contrecarrer notre transformation parce qu'il faut absolument une gradation, notamment dans les mesures disciplinaires. Mais gradation ne veut pas dire pas de coercition. Là. Je ne suis pas en train de vouloir mettre tout le monde à la porte, là, c'est pas ça. Mais il faut absolument réfléchir la gradation des types de mesures et les appliquer. Si on ne les applique pas, ça ne sert à rien. Merci beaucoup. J'ai une question, la main levée de Anne-Michel Alexis. Je ne sais pas si c'est possible de lui donner la parole ou je demanderai à Anne-Michel Alexis d'écrire la question sur le Q&A, si c'est faisable. Et comme ça, je donnerai l'occasion, pendant qu'elle écrit la question, à ma collègue Lindsay. Est-ce que c'est faisable d'ouvrir le microphone? Je pense pas. Je l'ai entendu tantôt. Oui? Anne-Michel Alexis. Est-ce que vous Ouais, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Vous m'entendez? Oui. Ah, OK. Parce qu'en fait, justement, je m'apprêtais à écrire la question. En fait, c'est les 2 personnes qui ont posé les questions m'ont un petit peu devancé dans la question. Puis Madame aussi a répondu une partie de ma question. En fait, c'est surtout concernant quand une personne racisée fait une dénonciation, c'est comment les ressources humaines prennent, puis parce qu'en fait, ce qui arrive, quand la personne racisée fait une plainte,
et c'est comme la personne a aussi peur de faire la plainte parce qu'on ne sait pas comment les ressources humaines vont le recevoir. Puis on ne sait pas aussi c'est quoi qui sera mis aussi dans notre dossier. Fait qu'il y a aussi une formation à faire à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement faire une formation pour faire une formation parce qu'il y a plein de formations pour EDI, mais il faut que les gens sentent qu'ils sont entendus en même temps. C'est ça ma Merci question. beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Alexis. Oui, donc rapidement, pour donner aussi l'occasion pour Lindsay Dora, notre politique contre le harcèlement, les violences à caractère sexuel, les racismes et les discriminations a une prévision justement de protection contre les représailles. Donc, quand il y a un signalement au sein du Bureau du respect de la personne, les conseillers ou la conseillère qui accompagne les cas qui fait les traitements, il doit effectivement s'assurer qu'il n'y aura pas une représaille plus tard. C'est sûr que c'est un sujet complexe qui demande de l'accompagnement. Il y a une sensibilité là-dedans parce que les diables habitent dans les détails. Donc, c'est très important que l'accompagnement soit fait dès près. Mais il y a effectivement une protection là-dedans de la personne qui fait un signalement au sein de l'Université de Montréal. Oui, donc bonjour. Je voudrais vous remercier vraiment pour vos interventions. J'ai une question qui m'est venue pendant que vous parliez, Madame Annie Sultan, sur la banalisation de ce qu'on ressent par la personne. Et je sais qu'on parle de sensibilisation, de formation, mais ça fait un peu echo chamber de se dire « Oh, mais tout le monde sait que c'est une microagression et tout le monde sait que c'est quand même grave, même si c'est pas grave pour la personne. » Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir un peu de ce paradigme ou bien je sais pas trop, de cette dualité de se battre avec une personne qui ne perçoit pas comme grave ce qu'elle vient d'infliger? Comment est-ce qu'on fait? Je crois qu'on va un peu laisser votre question comme un genre de réflexion pour nous tous afin de pouvoir collaborer, on va dire, pour le développement d'un milieu effectivement exempt de racisme et de discrimination. Nous avons malheureusement, à cause du temps, besoin de clore l'événement. Sauf que je vous invite et je nous invite à effectivement penser à des solutions aux questions que tu viens de nous soulever. Je dirais que c'est effectivement ça qui nourrit, on va dire, toute la mouvance dans laquelle l'Université de Montréal elle est en train de s'inscrire. Je remercie Mme Manaï, Mme Sultan pour les conférences, les publics présents, les personnes qui ont participé via Zoom pour l'attention et pour l'appréciation d'une thématique tellement importante. Merci beaucoup et bonne journée.